En janvier 1856, Charles Baudelaire réclamait pour quelques élus le droit de s'en aller et célébrait à sa manière le premier anniversaire de la mort de Gérard de Nerval. Il y a aujourd'hui, écrivait-il, 26 janvier, juste un an, un écrivain d'une honnêteté admirable, d'une haute intelligence et qui fut toujours lucide, alla discrètement, sans déranger personne, si discrètement que sa discrétion ressemblait à du mépris, délier son âme dans la rue la plus noire qu'il pût trouver. Bonjour. L'auteur des Chimères n'avait fait que redire à la mort qu'il l'aimait d'un amour exclusif. Celle que j'aimais seule m'aime encore tendrement. C'est la mort, ou la morte. Dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 janvier 1855, Paris est sous la neige et Gérard de Nerval s'est pendu dans une petite rue de la rive droite, à quelques pas de la Seine et de la place du Châtelet, la rue de la vieille lanterne, que les travaux d'Haussmann recouvriront bientôt. Celui que les puissances symboliques poursuivent ainsi au-delà de la vie terrestre avait aimé le théâtre, avait fondé une revue de théâtre, écrit pour le théâtre, et sa légende s'est construite à partir de la passion qu'on lui a attribuée pour une actrice, Jenny Colon, morte en 1842. Nerval était sorti quelques semaines plus tôt, le 19 octobre 1854, de la maison de santé du docteur Émile Blanche, où l'on soignait en vain son étrange maladie nerveuse. Il loue une chambre dans un hôtel garni. On l'aperçoit fugitivement dans un théâtre. Ses amis perdent sa trace. C'est peut-être à ce moment que Nadar, comme appelé par l'urgence, l'intercepte et fait de lui 2 portraits photographiques qui nous permettent aujourd'hui, avec le daguerreotype, de reconnaître son visage et de croiser son regard. On retrouvera dans ses poches 4 feuillets d'une nouvelle, Aurélia, ou Le rêve et la vie, dont la revue de Paris avait commencé la publication le 1er janvier et qui restera inachevée. Touché par des crises de folie à partir au moins de 1841, Gérard de Nerval multiplie les actes atypiques. Il est ainsi régulièrement vu en train de battre des bras comme s'il avait des ailes en pleine rue. Cependant, l'une de ses anecdotes les plus marquantes est celle de la promenade du homard. En effet, en 1841, il sort se promener vêtu avec élégance et tenant, au bout d'un ruban bleu qui lui sert de laisse, un homard vivant. Je vous présente aujourd'hui 2 nouvelles de Gérard de Nerval. Le monstre vert, 1849, suivi d'un gentil petit conte intitulé La reine des poissons, 1850. Démons et merveilles, Michael d'Argeuil. Le monstre vert. Chapitre 1. Le château du diable. Je vais parler d'un des plus anciens habitants de Paris. On l'appelait autrefois le diable Vauvert. D'où est résulté le proverbe « C'est au diable Vauvert ». Allez au diable Vauvert, c'est-à-dire allez vous promener aux Champs-Élysées. Les portiers disent généralement c'est au diable vert pour exprimer un lieu qui est fort loin. Cela signifie qu'il faut payer très cher la commission dont on les charge. Mais c'est là, en outre, une locution vicieuse et corrompue, comme plusieurs autres familières au peuple parisien. Le diable Vauvert est essentiellement un habitant de Paris, où il demeure depuis bien des siècles, si l'on en croit les historiens. Sauval, Félibien, Sainte-Foy et Dulord ont raconté longtemps ses escapades.
Il semble d'abord avoir habité le château de Vauvert, qui était situé au lieu occupé aujourd'hui par le joyeux bal de la Chartreuse, à l'extrémité du Luxembourg et en face des allées de l'Observatoire, dans la rue de l'Enfer. Ce château, d'une triste renommée, fut démoli en partie et les ruines devinrent une dépendance d'un couvent de Chartreux, dans lequel mourut, en 1414, Jean de la Lune, neveu de l'antipape Benoît XIII. Jean de la Lune avait été soupçonné d'avoir des relations avec un certain diable qui, peut-être, était l'esprit familier de l'ancien château de Vauvert, chacun de ces édifices féodaux ayant le sien, comme on le sait. Les historiens ne nous ont rien laissé de précis sur cette phrase intéressante. Le diable Vauvert fit de nouveau parler de lui à l'époque de Louis XIII. Pendant fort longtemps, on avait entendu, tous les soirs, un grand bruit dans une maison faite des débris de l'ancien couvent et dont les propriétaires étaient absents depuis plusieurs années, ce qui effrayait beaucoup les voisins. Ils allèrent prévenir le lieutenant de police, qui envoya quelques archers. Quel fut l'étonnement de ces militaires en entendant un cliquetis de verre mêlé de rires stridents. On crut d'abord que c'étaient des faux monnayeurs qui se livraient à une orgie, et jugeant de leur nombre d'après l'intensité du bruit, on alla chercher du renfort. Mais on jugea encore que l'escouade n'était pas suffisante. Aucun sergent ne se souciait de guider ses hommes dans ce repère où il semblait qu'on entendît le fracas de toute une armée. Il arriva enfin, vers le matin, un corps de troupe suffisant. On pénétra dans la maison, on n'y trouva rien. Le soleil dissipa les ombres. Toute la journée, l'on fit des recherches, puis l'on conjectura que le bruit venait des catacombes, situées, comme on le sait, sous ce quartier. On s'apprêtait à y pénétrer, mais pendant que la police prenait ses dispositions, le soir était venu de nouveau, et le bruit recommençait plus fort que jamais. Cette fois, personne n'osa plus redescendre, parce qu'il était évident qu'il n'y avait rien dans la cave que des bouteilles, et qu'alors il fallait bien que ce fût le diable qui les mit en danse. On se contenta d'occuper les abords de la rue et de demander des prières au clergé. Le clergé fit une foule d'oraisons, et l'on envoya même de l'eau bénite avec des seringues par le soupirail de la cave. Le bruit persistait toujours. Chapitre 2. Le sergent. Pendant toute une semaine, la foule des Parisiens ne cessait d'obstruer les abords du faubourg en s'effrayant et demandant des nouvelles. Enfin, un sergent de la prévôté, plus hardi que les autres, offrit de pénétrer dans la cave maudite, moyennant une pension réversible en cas de décès, sur une couturière nommée Margot. C'était un homme brave et plus amoureux que crédule. Il adorait cette couturière, qui était une personne bien nippée et très économe, on pourrait même dire un peu avare, et qui n'avait point voulu épouser un simple sergent privé de toute fortune. Mais, en gagnant la pension, le sergent devenait un autre homme. Encouragé par cette perspective, il s'écria qu'il ne croyait ni à Dieu ni à diable, et qu'il aurait raison de ce bruit. « À quoi donc croyez-vous » lui dit un de ses compagnons. « Je crois, » répondit-il, « à monsieur le lieutenant criminel et à monsieur le prévôt de Paris. » C'était trop dire en peu de mots. Il prit son sabre dans ses dents, un pistolet à chaque main, et s'aventura dans l'escalier. Le spectacle le plus extraordinaire l'attendait en touchant le sol de la cave. Toutes les bouteilles se livraient à une sarabande éperdue et formaient les figures les plus gracieuses. Les cachets verts représentaient les hommes, et les cachets rouges représentaient les femmes. Il y avait même là un orchestre établi sur les planches à bouteilles. Les bouteilles vides résonnaient comme des instruments à vent, les bouteilles cassées comme des cymbales et des triangles, et les bouteilles fêlées rendaient quelque chose de l'harmonie pénétrante des violons. Le sergent,
qui avait bu quelques chopines avant d'entreprendre l'expédition, ne voyant là que des bouteilles, se sentit fort rassuré et se mit à danser lui-même par imitation. Puis, de plus en plus encouragé par la gaieté et le charme du spectacle, il ramassa une aimable bouteille à long goulot d'un bordeaux pâle, comme il paraissait, et soigneusement cachetée de rouge, et la pressa amoureusement sur son cœur. Des rires frénétiques partirent de tous côtés. Le sergent, intrigué, laissa tomber la bouteille qui se brisa en 1000 morceaux. La danse s'arrêta. Des cris d'effroi se firent entendre dans tous les coins de la cave, et le sergent sentit ses cheveux se dresser en voyant que le vin répandu paraissait former une mare de sang. Le corps d'une femme nue, dont les blonds cheveux se répandaient à terre et trempaient dans l'humidité, était étendu sous ses pieds. Le sergent n'aurait pas eu peur du diable en personne, mais cette vue le remplit d'horreur. Songeant après tout qu'il avait à rendre compte de sa mission, il s'empara d'un cachet vert qui semblait ricaner devant lui, et s'écria « Au moins, j'en aurai une !» Un ricanement immense lui répondit. Cependant, il avait regagné l'escalier et, montrant la bouteille à ses camarades, il s'écria « Voilà le farfadet! Vous êtes bien capon !» Il prononça un autre mot plus vif encore, « de ne pas oser descendre là-dedans. » Son ironie était amère. Les archers se précipitèrent dans la cave, et l'on ne retrouva qu'une bouteille de Bordeaux cassée. Le reste était en place. Les archers déplorèrent le sort de la bouteille cassée, mais, braves désormais, ils tinrent tous à remonter chacun avec une bouteille à la main, et on leur permit de les boire. Le sergent de la prévôté dit « Quant à moi, je garderai la mienne pour le jour de mon mariage. » On ne put lui refuser la pension promise. Il épousa la couturière, et vous allez croire qu'ils eurent beaucoup d'enfants? Ils n'en eurent qu'un. Chapitre 3. Ce qui s'ensuivit. Le jour de la noce du sergent, qui eut lieu à la râpée, il mit la fameuse bouteille au cachet vert entre lui et son épouse, et affecta de ne verser de ce vin qu'à elle et à lui. La bouteille était verte comme hache, vin était rouge comme sang. 9 mois après, la couturière accouchait d'un petit monstre entièrement vert, avec des cornes rouges sur le front. Et maintenant, allez, ô jeunes filles, allez vous en danser à la Chartreuse, sur l'emplacement du château de Vauvert. Cependant, l'enfant grandissait, sinon en vertu, du moins en croissance. 2 choses contraria ses parents. Sa couleur verte et un appendice caudal qui semblait n'être d'abord qu'un prolongement du coccyx, mais qui, peu à peu, prenait des airs d'une véritable queue. On alla consulter les savants qui déclarèrent qu'il était impossible d'en opérer l'extirpation sans compromettre la vie de l'enfant. Ils ajoutèrent que c'était un cas assez rare, mais dont on trouvait des exemples cités dans Hérodote et dans Pline le Jeune. On ne prévoyait pas alors le système de Fourier. Pour ce qui était de la couleur, on l'attribua à une prédominance du système milieu. Cependant, on essaya de plusieurs caustiques pour atténuer la nuance trop prononcée de l'épiderme, et l'on arriva, après une foule de lotions et frictions, à l'amener tantôt au verre bouteille, puis au verre d'eau et enfin au verre pomme. Un instant, la peau sembla tout à fait blanchir, mais le soir, elle reprit sa teinte. Le sergent et la couturière ne pouvaient se consoler des chagrins que leur donnait ce petit monstre, qui devenait de plus en plus têtu, coléreux et malicieux. La mélancolie qu'ils éprouvèrent les conduisit à un vice trop commun parmi les gens de leur sorte. Ils s'adonnèrent à la boisson.
Seulement, le sergent ne voulait jamais boire que du vin cacheté de rouge, et sa femme que du vin cacheté de vert. Chaque fois que le sergent était ivre-mort, il voyait dans son sommeil la femme sanglante dont l'apparition l'avait épouvanté dans la cave après qu'il eut brisé la bouteille. Cette femme lui disait « Pourquoi m'as-tu pressé sur ton cœur et ensuite immolé, moi qui t'aimais tant ?» Chaque fois que l'épouse du sergent avait trop fêté le cachet vert, elle voyait dans son sommeil apparaître un grand diable d'un aspect épouvantable qui lui disait « Pourquoi t'étonner de me voir, puisque tu as bu de la bouteille? Ne suis-je pas le père de ton enfant ?» Oh, mystère. Parvenu à l'âge de 13 ans, l'enfant disparut. Ses parents, inconsolables, continuèrent de boire, mais ils ne virent plus se renouveler les terribles apparitions qui avaient tourmenté leur sommeil. Chapitre 4. Moralité. C'est ainsi que le sergent fut puni de son impiété et la couturière de son avarice. Chapitre 5. Ce qu'était devenu le monstre vert. Eh bien, on n'a jamais pu le savoir. Le monstre vert, une nouvelle de Gérard de Nerval, écrite en 1849 et parue entre autres dans un recueil de nouvelles intitulé Contes et facéties, publié en 1852. Charles Baudelaire dit mieux que nous le secret de Nerval en parlant de sa lucidité là où nous voyons les détours de la folie et les mystères ésotériques. Il invoque aussi la mélancolie, d'où Gérard tirait l'envie de bouger, de changer de corps, de se déguiser, d'apprendre les langues, de traduire et de voyager. Baudelaire appelle cela vagabondage. Nerval parlait de ses chimères et de ses châteaux de bohème. Dans l'espace et dans le temps, il a toujours cherché le mouvement qui donne d'autres contours à la même inquiétude. Je vous raconte à présent La Reine des Poissons, une nouvelle du même auteur, écrite en 1850 et parue également dans le recueil Contes et facéties. Une charmante petite histoire entre un petit bûcheron et une petite pêcheuse. Il y avait, dans la province du Valois, auprès des bois de Villers-Cotterêts, un petit garçon et une petite fille qui se rencontraient de temps en temps sur les bords des petites rivières du pays, l'un obligé par un bûcheron nommé Torchen, qui était son oncle, d'aller ramasser du bois mort, l'autre envoyé par ses parents pour saisir de petites anguilles que la baisse des eaux permet d'entrevoir dans la vase en certaines saisons. Elle devait encore, faute de mieux, atteindre entre les pierres les écrevisses, très nombreuses en quelques endroits. Mais la pauvre petite fille, toujours courbée et les pieds dans l'eau, était si compatissante pour les souffrances des animaux que, le plus souvent, voyant les contorsions des poissons qu'elle tirait de la rivière, elle les y remettait et ne rapportait guère que les écrevisses qui, souvent, lui pinçaient les doigts jusqu'au sang et pour lesquelles elle devenait alors moins indulgente. Le petit garçon, de son côté, faisant des fagots de bois mort et des bottes de bruyère, se voyait exposé souvent aux reproches de Torchen, soit parce qu'il n'en avait pas assez rapporté, soit parce qu'il s'était trop occupé à causer avec la petite pêcheuse. Il y avait un certain jour dans la semaine où ces deux enfants ne se rencontraient jamais. Quel était ce jour? Le même sans doute où la fée Mélusine se changeait en poisson, et où les princesses de Léda se transformaient en cygnes. Le lendemain de l'un de ces jours-là, le petit bûcheron dit à la pêcheuse «
te souviens-tu qu'hier je t'ai vu passer là-bas dans les eaux de Chalpon, avec tous les poissons qui te faisaient cortège, jusqu'aux carpes et aux brochets? Et tu étais toi-même un beau poisson rouge, avec tes côtés tout reluisants d'écailles en or. Je m'en souviens bien, dit la petite fille, puisque je t'ai vu, toi, qui étais sur le bord de l'eau, et que tu ressemblais à un beau chêne vert dont les branches d'en haut étaient d'or fin, et que tous les arbres du bois se courbaient jusqu'à terre en te saluant. C'est vrai, dit le petit garçon, j'ai rêvé cela. Et moi aussi j'ai rêvé ce que tu m'as dit, mais comment nous sommes-nous rencontrés tous deux dans le rêve? En ce moment, l'entretien fut interrompu par l'apparition de Torchen, qui frappa le petit avec un gros gourdin, en lui reprochant de n'avoir pas seulement lié encore un seul fagot. « Et puis, ajouta-t-il, est-ce que je ne t'ai pas recommandé de tordre les branches qui cèdent facilement et de les ajouter à tes fagots? C'est que, dit le petit, le garde me mettrait en prison s'il trouvait dans mes fagots du bois vivant. Et puis, quand j'ai voulu le faire comme vous me l'aviez demandé, j'entendais l'arbre qui se plaignait. C'est comme moi, dit la petite fille. Quand j'emporte des poissons dans mon panier, je les entends qui chantent si tristement que je les rejette dans l'eau. Alors, on me bat chez nous. Tais-toi, petit masque, dit Torchen, qui paraissait animé par la boisson. Tu déranges mon neveu dans son travail. Je te reconnais bien, avec tes dents pointues couleur de perle. Tu es la reine des poissons, mais je saurais bien te prendre à un certain jour de la semaine et tu périras dans l'osier. Dans l'osier, te dis-je. Les menaces que Torchen avait faites dans son ivresse ne tardèrent pas à s'accomplir. La petite fille se trouva pêchée sous la forme de poisson rouge que le destin l'obligeait à prendre à de certains jours. Heureusement, lorsque Torchen voulut, en se faisant aider de son neveu, tirer de l'eau la nasse d'osier, ce dernier reconnut le beau poisson rouge à écailles d'or qu'il avait vu en rêve comme étant la transformation accidentelle de la petite pêcheuse. Il osa la défendre contre Torchen et le frappa même de sa galoche. Ce dernier, furieux, le prit par les cheveux, cherchant à le renverser, mais il s'étonna de trouver une grande résistance. C'est que l'enfant tenait des pieds à la terre avec tant de force que son oncle ne pouvait venir à bout de le renverser ou de l'emporter, et le faisait en vain virer dans tous les sens. Au moment où la résistance de l'enfant allait se trouver vaincue, les arbres de la forêt frémirent d'un bruit sourd, les branches agitées laissèrent siffler les vents, et la tempête fit reculer Torchen, qui se retira dans sa cabane de bûcheron. Il en sortit bientôt, menaçant, terrible et transfiguré comme un fils d'Odin. Dans sa main brillait cette hache scandinave qui menace les arbres, pareille au manteau de Thor brisant les rochers. Le jeune prince des forêts, victime de Torchen, son oncle, usurpateur, savait déjà quel était son rang qu'on voulait lui cacher. Les arbres le protégeaient, mais seulement par leur masse et leur résistance passive. En vain, les broussailles et les bourgeons s'entrelaçaient de tous côtés pour arrêter les pas de Torchen. Celui-ci avait appelé ses bûcherons et se traçait un chemin à travers ces obstacles. Déjà, plusieurs arbres, autrefois sacrés, du temps des vieux druides, étaient tombés sous les haches et les cognets. Heureusement, la reine des poissons n'avait pas perdu de temps. Elle était allée se jeter aux pieds de la Marne, de l'Aisne et de l'Oise, les trois grandes rivières voisines, leur représentant que si l'on arrêtait par les projets de Torchen et ses compagnons, les forêts trop éclaircies n'arrêteraient plus les vapeurs qui produisent les pluies et qui fournissent l'eau aux ruisseaux, aux rivières et aux étangs, que les sources elles-mêmes seraient taries et ne feraient plus jaillir l'eau nécessaire à alimenter les rivières, sans compter que tous les poissons se verraient détruits en très peu de temps, ainsi que les bêtes sauvages et les oiseaux. Les trois grandes rivières prirent là-dessus de tels arrangements que le seul où Torchen, avec ses terribles bûcherons,
travaillait à la destruction des arbres, sans toutefois avoir pu atteindre encore le jeune prince des forêts, fut entièrement noyé par une immense inondation qui ne se retira qu'après la destruction entière des agresseurs. Ce fut alors que le prince des forêts et la reine des poissons purent de nouveau reprendre leurs innocents entretiens. Ce n'était plus un petit bûcheron et une petite pêcheuse, mais un sylphe et une ondine, lesquels, plus tard, furent unis légitimement. J'ai eu le plaisir de vous raconter ces deux nouvelles de Gérard de Nerval, Le Monstre Vert, puis La Reine des Poissons, écrites respectivement en 1849 et 1850 et publiées dès 1852 dans le recueil de nouvelles Contes et Facéties. Pour terminer ce programme dédié à l'auteur, je me permets de vous lire cette brève biographie rédigée par Christian Epal, auteur de nouvelles et romans de science-fiction, qui publie principalement sur le site Atramenta. L'œuvre de Gérard de Nerval, écrit-il, est le miroir de sa vie rêvée. Nerval était un amoureux. Il aimait les femmes. Il les aimait non pas pour ce qu'elles étaient, mais pour l'idée qu'il s'en faisait. En fait, il était un amoureux du désir imaginaire, à la poursuite de la femme idéale et de l'image de sa mère perdue très jeune. Sa vie, à l'instar de ses conquêtes féminines chimériques et de sa passion pour l'actrice Jenny Colon, a un goût d'inachevé. Né le 22 mai 1808, il devient orphelin à 2 ans. Sa mère, alors en visite auprès de son mari, décède de fièvre et de fatigue en Silésie. Ce dernier, qui préfère poursuivre sa carrière de chirurgien-major dans la grande armée napoléonienne, le confie à un oncle maternel. Dès le lycée, Nerval se fait remarquer par sa traduction de Faust de Goethe, jamais égalée à ce jour. Membre de la Jeune France, il côtoie les grands écrivains de son époque, Théophile Gautier, Victor Hugo et Alexandre Dumas. Plus tard, il puisera de ses multiples voyages l'inspiration pour ses nombreux récits. Multiples voyages ponctués par des séjours de plus en plus répétitifs à la clinique du docteur Blanche. Sans cesse obnubilé par l'éternel féminin, jonglant entre songe et réalité, il sombre dans la folie avant d'être retrouvé pendu au fond d'une rue glauque du Châtelet le 26 janvier 1855. Comment ce poète qui craignait les honneurs a-t-il pu être un des plus grands écrivains romantiques de son temps? Pourquoi se cachait-il derrière ce pseudonyme, Nerval, emprunté à un clos familial? Pourquoi son œuvre a-t-elle attendu le XXe siècle avant d'être reconnue à sa juste valeur comme l'œuvre précurseur de toutes les formes de surnaturalisme moderne? Comment interpréter ces échecs sentimentaux récurrents? Par quel prodige la qualité littéraire de ses textes n'a-t-elle jamais été affectée, même aux moments les plus sombres de ses crises de délire? Gérard de Nerval, Gérard Labruni de son vrai nom, a laissé, en plus d'une série de questions sans réponse, une bibliographie aussi riche et féconde que sa vie fut pathétique et contrastée. Après cette belle biographie, rédigée par Christian Epal et publiée sous licence Art Libre, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Ce programme a été réalisé avec le concours de la station radiophonique L'Écho. Je remercie Eviloy pour le jingle et je vous invite à me rejoindre pour de nouvelles aventures dans Démons et Merveilles. À bientôt.